Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Pierre-Yves Chicot. Bonjour. Bonjour. Alors Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Si je vous avais dit ça il y a un an, vous y auriez cru? Non, je ne l'aurais absolument pas cru. Et ce qui se produit traduit très bien ce qu'on avait déjà observé plusieurs mois, c'est-à-dire un renouvellement, enfin en tout cas une tentative de renouvellement à la fois de la classe politique et surtout de la sociologie électorale, avec une exigence citoyenne qui monte en pression et donc avec des effets de surprise qui démentent les prévisions, en particulier formulées par les sondages. Ouais. Justement, vous parliez d'idéologie. Benoît Hamon, candidat au PS à la présidentielle, il représente cette idéologie, ce discours bien marqué à gauche? Oui, je pense que les gens ont besoin de retrouver leurs fondamentaux. François Fillon, élu à la primaire, élu sur des fondamentaux de droite, faisant allusion en particulier au général de Gaulle, qui a porté pendant longtemps la victoire de la droite sous la Ve République, même quand il est décédé. Benoît Hamon, également très porté à gauche, qui revendique des valeurs socialistes et non pas ce que Manuel Valls ou François Hollande ou alors dans une moindre mesure en termes de stature, Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui est le mentor d'Emmanuel Macron, appelle la social-démocratie. Et si c'était la social-démocratie, on aurait pu l'entendre, ce qu'ils appellent le social-réformisme, qui n'est ni plus ni moins un glissement du Parti socialiste, non pas vers le centre-gauche, mais vers le centre-droit. Et vous évoquiez tout à l'heure Emmanuel Macron, la stratégie, elle est claire, c'est que le centre en France a souvent occupé une place relativement importante, et donc l'objectif qui est visé par le mouvement macroniste, c'est de ramasser la mise par le terrain laissé vacant, en particulier par François Bayrou. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour d'une gauche utopiste, moins ancré dans ce réalisme économique dont vous parliez? Alors, moi, je suis très interpellé par ces discours sur la prétendue utopie. C'est ce qu'on lui reproche, oui, hein, tout à fait. Alors, j'ai pris le soin de rechercher la définition d'utopie dans le dictionnaire. C'est vrai qu'on parle d'imaginaire, c'est vrai qu'on parle d'illusoire, mais on peut rattacher aussi l'utopie à un idéal. Et quand on rattache l'utopie à un idéal, pour arriver sur le terrain du réalisme, c'est ce que le Parti des travailleurs au Brésil, le parti de Lula et de Dilma Rousseff, ont appelé les utopies réalisables. Et je me souviens d'un voyage au Brésil où la guide touristique nous disait « Si vous voyez de moins en moins d'enfants dans les rues, c'est parce que Lula a mis en place un système d'allocation familiale pour inciter les parents à scolariser leurs enfants. » Et on sait donc que le Parti des travailleurs de Lula, qui exerçait le pouvoir de manière pragmatique, a basé son idéologie sur ce qu'on appelle des utopies réalisables. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ont besoin qu'on réinvente la politique. Ils ont peut-être besoin de rêver aussi, tout simplement. Oui, mais rêver de manière éveillée, en se disant que les voies qu'on nous a tracées ne sont pas forcément les seules voies, ce qu'on a appelé pendant très longtemps la pensée unique, mais qu'on veut aussi qu'en termes politiques, on puisse avoir des innovations qui nous sont proposées. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais en tout cas, les résultats sont là et il semble bien que la thématique du revenu universel ait fait mouche et ait permis, en particulier à Benoît Hamon, de remporter la victoire. Ouais, Benoît Hamon, si on le regarde, hein, il a l'air sympathique, il a l'air poli. Ses détracteurs, ils parlent de son absence de charisme, il ne ferait pas un grand président. Est-ce que vous pensez qu'il va changer de ton, de style pendant la campagne désormais? Alors, est-ce qu'il a intérêt? Alors, moi, je pense qu'il n'a pas intérêt à changer de ton et de style parce que je pense que précisément, Manuel Valls a perdu parce qu'il s'est appesanti sur la forme et non pas sur le fond. Il a pensé qu'en n'ayant jamais un sourire sur le visage, il a pensé qu'en ayant tout le temps un ton martial avec un port de tête particulier, qu'il faisait homme d'État sans véritablement bonifier son discours et en répétant sempiternellement la République. Et puis il a un peu renié également ce qu'il avait fait sur le 49.3, ça compte également. Alors là, s'il fallait citer tous ces reniements, tous ces renoncements et puis toutes les erreurs qu'il a commises et qui a conduit à son échec, on en ferait l'émission. Mais en tout cas, on observe aujourd'hui que
les citoyens n'ont pas besoin de voir quelqu'un qui fait homme d'État, mais veulent véritablement un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de penser la société, quelqu'un qui peut sortir de l'impensée politique et sociale et qui peut passer à la pensée politique et sociale, parce que le monde a changé et qu'il faut apporter de nouvelles réponses aux citoyens qui se posent précisément et justement et légitimement des questions. Le rassemblement entre les deux, Valls-Hamon, entre les deux équipes, c'est illusoire ? Moi, je pense que ce qui risque de se produire, c'est que même de manière implicite, c'est que les équipes de Manuel Valls vont rejoindre Emmanuel Macron. Oui, la saignée a déjà commencé d'ailleurs. Ou en tout cas vont souhaiter très fortement que ce soit Emmanuel Macron qui soit le représentant de la gauche, et on va mettre ça entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup plus de convergence entre Manuel Valls et Emmanuel Macron qu'entre Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Donc c'est ce scénario-là le plus aisé qu'on peut imaginer. Donc on va se retourner vers les écologistes, vers Mélenchon pour Benoît Hamon ? Alors moi, je pense que Benoît Hamon a tout intérêt à chercher un terrain d'entente, voire même un mouvement de conquête du pouvoir politique avec Jean-Luc Mélenchon, même si les hommes ont des différences. Mais en tout cas, on voit que la différence qu'il y a entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc Mélenchon a été parmi les premiers frondeurs à quitter le Parti socialiste et que Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Outre-mer comme Christian Paul, sont des frondeurs mais sont restés à l'intérieur du Parti socialiste et ont voulu changer les choses de l'intérieur. Et c'est ce qu'ont voulu les militants du Parti socialiste qui a abouti hier à la victoire de Benoît Hamon au final. Alors voilà pour la gauche. Pour la droite, ça a été un week-end particulièrement périlleux, une fin de semaine également pour le candidat François Fillon. Les explications qu'il a avancées également qui n'ont pas forcément convaincu. Comment va-t-il s'en sortir ? Mais je pense qu'il va s'en sortir de la manière suivante. C'est une information médiatique qui va en chercher une autre. Si, à partir de la semaine prochaine, et ce qui a commencé à émerger sur la prétendue double vie d'Emmanuel Macron, si on trouve une épine à mettre dans la chaussure d'Emmanuel Macron ou une épine à mettre dans le pied de Benoît Hamon. On ne va pas manquer avec sa femme notamment. Hein. Oui, donc on va voir que le produit médiatique Fillon avec Pénélope, Penny, etc. va vite s'en aller pour gagner d'autres terrains. Peut-être Benoît Hamon parce qu'on va lui trouver quelque chose ou Emmanuel Macron parce qu'on est en train de lui trouver quelque chose. La morale en politique, ça veut dire quelque chose aujourd'hui pour les électeurs ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'électorat est fatigué et usé, incrédule, n'est plus aussi légitimiste qu'avant, sauf peut-être un peu plus en Guadeloupe. Et les gens ont ce ardent besoin de sentir que dans le discours politique, que dans la pratique politique, que ce discours et cette pratique politique riment avec une certaine forme de morale. Ouais. Alors, on va venir à présent sur l'utilité des primaires. Il y en a beaucoup qui les remettent en cause aujourd'hui, puisqu'on a eu Fillon à droite, Hamon à gauche. Les grands partis ont-ils finalement intérêt à continuer ce processus de désignation ? Ah oui, il se trouve que j'ai signé un article dans un magazine qui va sortir au mois de mars, et j'ai appelé ça « Les primaires, une tentative d'OPA des citoyens sur les partis politiques ». Et personnellement, je trouve ça très bien. Parce que jusqu'à présent, on avait des individus, hommes ou femmes, qui étaient désignés à l'intérieur des partis sans que le suffrage universel circonscrit, c'est-à-dire circonscrit au parti, ne puisse s'exprimer. Et donc on voit qu'avec ces primaires-là, les personnes qu'on avait imaginées sans primaire qui auraient pu sortir du chapeau, ce ne sont pas ceux-là qui sortent du chapeau à partir du moment où on donne du pouvoir au peuple. Et là aussi, quand on donne du pouvoir au peuple, on a l'impression aussi qu'il peut s'amuser à contourner ce que les médias veulent, par exemple. Non, pas du tout. Les grands éditoriaux. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il s'amuse à contourner. Je pense qu'il y a une tentative de reconquérir la démocratie parce que jusqu'à présent, on était dans un système où on parlait de post-démocratie. C'est-à-dire que le citoyen continue à voter, mais fondamentalement, ce n'est pas lui qui décide, c'est le marché. Et là, le citoyen a décidé de reconquérir le pouvoir politique et de dire aux appareils politiques, ce que vous dites en période de campagne électorale, ce n'est pas ce que vous faites. Donc, nous allons vous démontrer que notre bulletin de vote
est une capacité pour nous de changer les choses. Et de toute façon, si on en est arrivé au système des primaires, c'est non seulement parce que les égos démesurés s'affrontaient à l'intérieur des partis, et puis finalement, on s'est dit que le juge de paix va être le citoyen. Donc c'est quelque part le serpent qui s'est mordu la queue, et je trouve que cette nouvelle des primaires est une excellente nouvelle parce que c'est redonner du pouvoir au suffrage universel. Un mot sur ce qui s'est passé en Guadeloupe. Petit sursaut de la participation pour ce deuxième tour à la primaire de la gauche, à la Belle Alliance populaire. On remarque pourtant que là, c'est l'effet inverse. C'est Manuel Valls qui arrive à 3/4 des suffrages. C'est très important comme victoire pour lui. Parce qu'en Guadeloupe, nous sommes légitimistes. Ouais. Ce sont les gens qui ont pignon sur rue. Méconnaissance d'amont. Méconnaissance d'amont, mais campagne aussi, des ténors. Oui, campagne des ténors. Et parce que nous sommes légitimistes, Manuel Valls a exercé des responsabilités comme ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Donc, l'électorat de ce parti circonscrit en Guadeloupe a considéré que celui qui pouvait le mieux porter non pas les valeurs socialistes, je pense que les gens ne se sont pas trompés, c'est pas porter des valeurs socialistes, mais celui qui aurait été le mieux à même d'assurer la direction de l'État, c'était Manuel Valls et non pas Benoît Hamon. Mais fondamentalement dans l'idéologie, je suis sûr que beaucoup de gens qui ont voté pour Manuel Valls pour sa prétendue stature d'homme d'État, fondamentalement en termes d'idéologie, en particulier en termes de faire de ressusciter l'État-providence, c'était des amontistes. J'en suis persuadé. Ça y est, là on peut dire que la campagne pour la présidentielle, elle est lancée? Oui, la campagne pour les laisser. On y voit vraiment plus clair, là. Est lancée. Donc, on a les deux partis de gouvernement qui ont désigné leurs candidats en revenant à des fondamentaux qu'on avait connus à l'époque. Il faut revenir à 1981 avec François Mitterrand et l'alliance des socialistes et des communistes face à une droite qui était conduite par Valéry Giscard d'Estaing, avec des fondamentaux de la droite, pour avoir un scénario comme celui-là. Et si on avait eu Alain Juppé comme représentant des Républicains et Manuel Valls comme représentant du Parti Socialiste, le jeu aurait été troublé parce qu'il y a une espèce de proximité entre Juppé et Valls, alors qu'entre Fillon et Hamon, il y a une césure et là, on pourra faire un choix très très clair. Tout est ouvert? Oui, tout est tout à fait ouvert et je ne suis pas persuadé que Benoît Hamon va forcément faire un score ridicule s'il reste dans le tempo qu'il a impulsé, en particulier sur le sens de sa campagne de communication que j'ai trouvé très intelligent, parce que si on fait une démarche comparée, le slogan de Valls, c'était « La République forte », et le slogan de Benoît Hamon, c'était « Faire battre le cœur de la France », avec un geste de poser la main sur le cœur, c'est-à-dire que où on a le sentiment que c'est un homme politique qui... Peut-être que c'est une posture, moi je ne le connais pas, je ne prends pas le café avec lui. Mais en tout cas, quand on fait une analyse en termes de communication, la communication de Benoît Hamon correspond beaucoup plus à ce que désirent les gens aujourd'hui, en particulier avec sa formule du futur désirable, que le discours martial et autoritaire de Manuel Valls. Il faut être droit dans ses bottes, mais surtout droit dans ses idées. C'est ce qu'on retiendra, droit dans ses bottes. Ce sont des phrases qui ont été sorties par Juppé et également Manuel Valls. Aujourd'hui, c'est les idées qui priment. Absolument, ce sont les idées qui priment, avec une volonté des citoyens d'écouter avec attention les propositions qui vont être formulées pour changer la vie, pour améliorer la condition des gens et sortir de la pensée unique qui date de Maastricht. Et ironie de l'histoire, le traité de Maastricht, c'est la fameuse bataille entre François Mitterrand et Philippe Séguin. Et qui est l'héritier de Philippe Séguin? C'est François Fillon et qui fait encore une fois dans sa campagne, début de campagne, référence au gaullisme. Merci à vous, Pierre-Yves Chicot. Merci pour votre invitation. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.